Daniel Habert, bonjour. Bonjour. Boker Tov, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour commenter avec nous ce forum international de Davos qui se tient chaque année et qui, on va dire d'année en année, devient un forum extrêmement prestigieux. On peut dire que c'est le forum économique international le plus important au monde, puisqu'il rassemble, on l'a vu depuis 2 jours, de très nombreux chefs d'État, dont Binyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui doit donner une conférence sur l'économie, les succès de l'économie israélienne. Alors, d'abord, est-ce que définissez-nous ce forum? Comment on le qualifie dans le milieu économique? C'est un lieu de rencontre ou alors c'est là que que l'on conclut des accords particuliers au niveau économique et commercial entre de grandes nations? Alors, c'est la première question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que c'est que Davos aujourd'hui? D'abord, c'est une vieille initiative totalement privée. C'est un monsieur suisse qui s'appelle Klaus Schwab, qui a eu l'idée il y a 40 ans d'organiser ce type de rencontre. Ça a été très progressif, ça n'a pas été très connu au début, et puis ça a pris une ampleur parce que de plus en plus d'entreprises importantes venaient et des grands chefs d'entreprise venaient, mais c'était uniquement des chefs d'entreprise. Et puis de temps en temps venaient quelques chefs d'État, et la progression a été très rapide ces dernières années, et aujourd'hui, cette année, c'est vraiment l'année où tout d'un coup on prend conscience que Davos, c'est le lieu de rencontre privilégié, le seul au monde, où se rencontrent d'égal à égal, et ça c'est vraiment important et je vais y revenir, le monde des affaires et le monde politique. Ça c'est nouveau, et ça explique pourquoi aujourd'hui non seulement on a des hommes politiques, mais on a des chefs d'État et les premiers ministres des plus grands pays du monde. Alors effectivement, parmi eux, Donald Trump, comme je le disais tout à l'heure en titre, qui donnera on va dire le discours de clôture de ce forum et qui est attendu, qui doit rencontrer Binyamin Netanyahou. Dans le contexte, dans ce contexte international où politique et économie se mélangent, quelle est la place d'Israël? Parce qu'on a véritablement le sentiment, et dites-moi si je me trompe, que dans ce genre de forums internationaux, et ça nous fait penser aussi à la COP 21 d'il y a 2 ans, si je ne m'abuse, on a le sentiment qu'Israël est très à l'aise dans ce genre de forum, et Binyamin Netanyahou, qui est lui-même, on va dire, un féru d'économie, qui a été ministre des Finances dans les années 2000, semble particulièrement à l'aise, et Israël semble courtisé dans ce genre de forum. Je me trompe ? Pas du tout. C'est vraiment, vous avez mis le doigt sur ce qui est important. Je rappelle que l'année dernière, la grande vedette, c'était le président chinois. Oui. Xi Jinping, et que cette année, la vraie vedette, ça a été Macron, oui. Et que les 2 autres vedettes, c'est Trump et Netanyahou, presque à jeu égal. Alors, comme c'est une réunion où se partage le monde des affaires et le monde du politique, et qui se parlent donc d'égal à égal, la question se pose, c'est qu'est-ce que les hommes politiques ont à dire aux hommes d'affaires? C'est votre question. Oui. Et pour Israël, c'est absolument vital parce que il y a encore 5 ou 6 ans, on parlait jamais d'économie. Quand on parlait d'Israël, on parlait que de guerre et de paix et de controverses de toutes sortes. Et depuis 7-8 ans, grâce à un livre que tout le monde dont tout le monde a entendu parler, mais que peu ont lu, qui s'appelle Startup Nation, un livre américain qui a été traduit dans toutes les langues, tout d'un coup, on s'est mis à parler d'économie d'Israël, et ça a changé de façon extraordinaire, une sorte de révolution. Oui. D'ailleurs, certains ont dit que le livre anglais Startup Nation a été aussi important pour Israël que la Bible. Oui. Bon, c'est une petite blague juive, mais ça a du sens. Tout d'un coup, l'image d'Israël s'est transformée, d'image politique controversée, discutée, ça devient l'image d'un pays qui réussit parce que le livre mettait l'accent sur l'extraordinaire réussite d'Israël en matière économique, et en particulier dans ce qui compte le plus aujourd'hui dans le XXIe siècle, c'est la science et la technologie qui se transforment en start-up, c'est-à-dire les nouvelles idées, les nouvelles technologies qui sont en train de transformer le monde. Et là, et ça c'est très intéressant, la taille du pays ne joue pas,
Et moi qui travaille beaucoup entre Israël et la Chine, et quand je vois arriver des investisseurs chinois en Israël, je dis, vous êtes 1,4 milliard ici, il y a 8 millions d'habitants. Ils disent, pour nous, la taille n'a aucune importance parce qu'en matière d'intelligence, ce qui compte, c'est la qualité, hein, c'est le nom de votre émission, Qualita. C'est pas la qualité, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Donc, Israël se retrouve, quand elle parle de haute technologie, d'innovation, de créativité, non seulement au même rang que les autres, mais par un tour de baguette presque magique, Israël aujourd'hui joue dans la cour des grands. Oui, c'est vraiment le sentiment qu'on a. Et est-ce que c'est parce qu'on est un peu chauvin ou alors parce que c'est véritablement ce qui se passe ? C'est véritablement ce qui se passe et la clé de tout. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai écrit dans un livre que je viens de publier qui s'appelle « Les surprises de l'économie d'Israël », qui est une sorte de suite au livre américain Startup Nation qui ne parlait que de haute technologie et il faisait l'impasse un peu sur tout le reste de l'économie. Or, ce qui intéresse le monde entier en Israël, c'est pas que la haute technologie, c'est surtout la haute technologie, mais aussi l'agriculture, le traitement des déchets, les économies d'énergie, les nouvelles énergies, désalinisation. Et même des simples entreprises industrielles comme Iscar qui fait des outils de découpe, donc des choses assez banales. Donc Israël a beaucoup de choses à on parle aussi de désalinisation, on l'a vu par exemple avec l'Inde. Là, Israël est un leader. Donc si vous voulez, dans tout un grand nombre de domaines, Israël est un leader. Et ça intéresse qui ? Ça intéresse le monde entier. D'un côté, les pays riches, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis et le Japon, qui ont toujours besoin, parce qu'ils se font concurrence entre eux, d'être toujours en avance d'un coup sur les hautes technologies. Ils peuvent pas rater la créativité d'Israël parce qu'elle est unique au monde. Et deuxièmement, ça intéresse les grands pays comme l'Inde et la Chine, qui sont des pays émergents, qui ont besoin de tout, qui ont besoin de manger, qui ont besoin d'environnement sain, qui ont besoin d'éducation, qui ont besoin de retraiter leurs déchets. Et donc Israël, à ces grands pays comme la Chine et l'Inde, apporte à la fois la technologie et puis tout le reste dont ils ont besoin. Donc ça devient une espèce de pays central. Je suis pas sûr qu'Israël s'y attendait. Vous ne pensez pas... Le livre Startup Nation, quand il est sorti, il révélait au monde de façon surprenante l'avance israélienne en matière de haute technologie, mais les Israéliens ont été les premiers surpris. Donc non, c'est une surprise pour tout le monde, mais c'est une très bonne surprise parce que ça change complètement, non seulement, et ça c'est le plus important, l'image d'Israël qui est devenue excellente dans le monde entier. Tout le monde vient en Israël, c'est pas du tout un pays isolé, c'est un pays où on se bat pour aller. Tous les grands forums de haute technologie qu'on lui a à Tel Aviv, les hôtels sont pleins, les avions sont pleins, il n'y a plus de place. Et puis ça change aussi, alors ça c'est le plus important, et peut-être que vous voudrez m'interroger là-dessus, ça change la place d'Israël dans le monde. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on a, on a ce sentiment, c'est-à-dire que à travers cette réussite économique, eh bien, on prend plus au sérieux, on va dire, les arguments d'Israël en matière de sécurité, en matière de lutte, par exemple, contre la menace du nucléaire iranien. C'est possible que cela aide. Votre réflexion est extrêmement intelligente. C'est-à-dire qu'effectivement, et c'est ça c'est ça Davos, on passe graduellement de l'économie, de la créativité israélienne à la politique, parce qu'à partir du moment où un pays est crédible sur le plan économique, il devient aussi crédible dans tout ce qu'il va dire. Donc on écoute. Finalement, vous avez raison. Quand Bibi parle, par exemple, aux Nations Unies, c'est la politique, mais on s'aperçoit que les gens écoutent. Se contentent pas de tourner la tête, etc. Ils écoutent parce qu'on sait qu'aujourd'hui Israël, parce que c'est un champion des technologies, un champion économique, on l'écoute dans tous les domaines. Ça rejaillit positivement sur la politique, vous avez raison, et c'est pour ça que le Premier ministre vient à Davos, qui est un rassemblement économique dans le chef d'entreprise, parce qu'avoir avec soi tous les chefs vous savez, aujourd'hui, les patrons des grandes firmes, les GAFA, les Zuckerberg, les Google, les Intel, etc., Facebook, etc., sont aussi importants que des hommes d'État. Et donc, quand on a avec soi les grands patrons qui font des centaines de milliards de chiffres d'affaires, qui ont un pouvoir dans leur propre pays et dans le monde qui est absolument extraordinaire et que eux aiment Israël, tout d'un coup ça change. Et vous avez absolument raison de dire qu'il y a une sorte de débordement sur le politique de la bonne image que Israël a obtenue par chance et par son travail et par sa
créativité, sa capacité d'innovation en matière économique. Alors, Daniel Habert, je voyais hier, je suivais le discours d'Emmanuel Macron hier à Davos et j'avais le sentiment, si vous voulez, d'un côté que Emmanuel Macron, c'est aussi, on va dire, un activiste de l'innovation, hein, et que peut-être même qu'il s'est inspiré il y a 2 ans et demi lorsqu'il est venu en Israël de l'exemple israélien en matière d'innovation et que cela se répercute, on le sent très bien dans l'économie française, en tout cas il y a une volonté, dites-moi si je me trompe, dans l'économie française d'innover, de copier d'une certaine manière le dynamisme et la créativité de l'économie israélienne, mais paradoxalement, eh bien, du côté politique, on a l'impression que les Français restent toujours, on va dire, coincés dans certains carcans diplomatiques, traditionnels. C'est plus difficile à faire en France, ces changements ? Non, alors tout ce que vous dites est vrai. Ne vous trompez pas du tout, vous avez tout à fait raison. Alors 2 choses d'abord. Macron, si aujourd'hui on l'écoute, sur le plan politique, par exemple sur sa reconstruction de l'Europe ou sur sa volonté de jouer dans la cour des grands, d'intervenir dans tous les programmes politiques mondiaux, c'est parce qu'il donne l'impression qu'il va redresser l'économie française. Voilà. Donc c'est exactement le même jeu qu'Israël, c'est d'abord l'économie, puis la politique. Et d'ailleurs, tous les commentateurs journalistiques disent Macron sera un jour peut-être le leader de l'Europe, mais à une seule condition, qu'il réussisse à réformer la France. C'est pas joué encore, mais on lui donne crédit. Donc Macron, il s'appuie sur, d'une part, la bonne image qu'il a en matière économique, sur les réformes économiques, pour pouvoir parler en matière politique. C'est le même jeu qu'Israël, c'est l'économie qui génère un positionnement politique. Maintenant, vis-à-vis d'Israël, ça, c'est vraiment crucial. D'abord, la France a été l'amie d'Israël dans les 20 premières années de l'existence. Oui. Israël doit beaucoup à la France. Et donc, la relation entre la France et Israël, elle est fondamentale, ne serait-ce que parce qu'il y a en Israël, vous et moi, hein, des francophones, il y en a beaucoup. Les francophones font partie de l'élite d'Israël et ça continue à venir. Ce sont les cerveaux juifs français qui émigrent aujourd'hui avec souvent des projets de haute technologie. Donc, tout ça, c'est extrêmement important. Et la France, aujourd'hui, se rapproche d'Israël par l'économie, par la haute technologie, au point qu'effectivement, Macron nous a volé le terme de Start-up Nation. Il veut que la France soit la Start-up Nation. Alors, il est gonflé un peu, hein, parce qu'il faudra qu'il nous paye des royalties pour utiliser le terme. Mais c'est un hommage qu'il rend à Israël, et ça ne peut pas ne pas avoir des conséquences formidablement positives dans les relations politiques. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, le Quai d'Orsay continue à avoir une ligne politique qu'elle pense être équilibrée, et que nous, on pense être très déséquilibrée, et donc ça ne va pas changer du jour au lendemain, et il faut un tout petit peu s'en moquer. Regardez, nous avons des rapports extraordinairement bons avec la Chine aujourd'hui. C'est vraiment devenu une espèce d'ami d'Israël, et on est donc à voir comme ami le plus grand pays du monde de demain, la plus grande population du monde aujourd'hui, la deuxième puissance aujourd'hui, demain la première puissance. C'est extraordinaire pour Israël, c'est un cadeau. Mais la Chine continue à avoir on peut dire la même chose, Daniel, pour l'Inde aussi, parce qu'on Alors vous avez raison. Et l'Inde, c'est encore plus flagrant. Ça fait beaucoup de monde, la Chine. C'est vraiment des amis. Modi et Benjamin Netanyahu, c'est comme un flirt au bord de l'eau. Et l'Inde continue à voter aux Nations Unies contre Israël parce que tout le monde sait que c'est parce que il y a un automatisme. Il y a 200 millions de musulmans. Les ministères des Affaires étrangères imposent des lignes de conduite qui ne changent pas du jour au lendemain. Mais au fond, tout le monde s'en moque parce qu'on sait que derrière les choses changent. Elles changent par le côté économique, et on verra les résultats apparaître un jour sur le plan politique. C'était la tenue du discours de Netanyahou à l'ONU l'année dernière, où il disait « Attendez-vous à des changements extraordinaires, et tous ces changements qui viendront de l'Asie, qui viendront de l'Afrique, où on aura de nouveaux amis, ils seront venus par l'économie. » Eh bien, Daniel Habert, merci beaucoup de nous avoir éclairés donc sur ce forum international économique de Davos, et de nous avoir permis de mieux comprendre cette relation importante entre économie et politique, économie et diplomatie. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On souhaite de passer une agréable journée. À bientôt. Au revoir. Shalom, shalom. Voilà, il est 8h26 sur Studio Kalita. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants avec Eliana Gurfinkel et sa chronique Un jour notre histoire.